Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Résistance pour cette émission du 10 mai 2014. Aujourd'hui nous avons 3 intervenants autour de la table. François Bon. Bonjour. Bonjour, chroniqueur donc habituel sur Radio Résistance. Alexandre, militant nationaliste parisien. Bonjour. Et puis un homme qui n'est plus à présenter, Paul Thor. Bonjour. Alors messieurs, aujourd'hui nous avons beaucoup de sujets à aborder et je vous propose d'entamer par quelque chose, je dirais par un dossier, le dossier Valls, puisque aujourd'hui monsieur Manuel Valls fait l'actualité et il y en a 3 qui sont à retenir à mon sens. Le premier, c'est les paroles qu'il a pu prononcer au cours d'un discours le 19 mars dernier devant au Trocadéro lors d'un meeting organisé pour le CRIF en mémoire des victimes de Mohamed Merah. En effet, Valls a dit 2 phrases qui sont quand même assez choquantes. La première, c'est, je le cite, « Les Juifs de France sont l'avant-garde de la République et de nos valeurs ». Alors, pour cette première assertion, j'ai envie de vous dire, choquante, prime abord, mais finalement, est-ce que c'est pas tout simplement la vérité ? Si tu le permets. Je me souviens avoir parcouru un ouvrage d'Attali, le bien nommé Jacques Attali, qui s'intitulait « Les Juifs, le monde et l'argent », et qui lui-même expliquait dans les 20 premières pages que pour lui, ce sont les Juifs qui sont à l'origine de la Révolution française, de l'invention du capitalisme et de tout un tas de choses. Il le revendique lui-même. Bon, Jacques Attali n'est pas franchement le plus antisémites des penseurs actuels, de par le fait. Et il y a un certain nombre de juifs qui disent eux-mêmes qu'ils sont, comment dire, à la fondation de la République. Après, j'entends bien, après ça peut très bien être... Pour l'esprit en tout cas. Ça peut très bien être une manière aussi de se lancer des fleurs en disant, voilà, finalement, on est au commencement de tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Paul ? Oui, moi je trouve effectivement que... Quand Valls dit que les Juifs sont l'avant-garde de la République, quelque part, ça peut choquer certaines personnes, certains républicains, je dirais, de bonne foi. Mais c'est vrai que pour nous, nationalistes, pour nous, c'est une évidence. Effectivement, la communauté organisée est bien évidemment l'avant-garde de la République, mais pas dans le bon sens du terme, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'effectivement, a fortiori, on peut voir, par exemple, que Dieudonné l'a mis sur les petites vidéos qu'il fait régulièrement, et voilà, en faisant un brin d'humour comme d'habitude, en disant qu'en fait que lui, que nous, enfin que la France black blanc beurre, que les gars, et que la République a toujours voulu mettre en avant, et ben en fait c'était l'arrière-garde de la République, puisque effectivement si les Juifs sont l'avant-garde, ça veut dire que tout le reste, les goy, sont l'arrière-garde. Donc voilà. Est-ce que ça peut être une prise de conscience pour les républicains sincères ? Espérons. Alexandre, un commentaire ? Il est à noter que, outre le fait que Manuel Valls soutient activement toutes les initiatives communautaires de la communauté juive, il les met cette fois-ci sur le devant de la scène, c'est à noter. Alors, est-ce que c'est pour... recevoir un blanc-seing en vue d'une future élection? Est-ce que c'est pour asseoir son pouvoir? Difficile à dire. Toujours est-il que, à mon avis, s'ils veulent éviter l'antisémitisme, c'est clairement pas la bonne solution. C'est clairement pas la bonne solution, puisque les gens sont l'immense majorité de la population commence à être assez lucide sur l'efficacité des institutions républicaines. Et mettre les Juifs... J'aimerais qu'effectivement qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes. Est-ce que vraiment c'est vraiment beaucoup de personnes, ou est-ce que c'est une minorité, certes, qui augmente avec les différentes manifs pour tous, les conscientisations via Soral, via Dieudonné, via toutes ces initiatives qui existent à droite à gauche, ou Farid Abelgoul ou autres, mais est-ce que c'est vraiment la majorité de la population? Est-ce qu'on est déjà à ce point-là? Pas certain. Il y a de plus en plus de personnes tout simplement qui se rendent compte que la machine ne marche plus, que le système ne marche plus, le système qu'on a vendu. Est-ce que pour autant... Est-ce qu'ils ont la volonté de chercher derrière pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Est-ce qu'ils mettent derrière ça les institutions républicaines? Ça peut tout simplement être pour certains le système économique, pour d'autres ça peut être les Illuminati, tel ou tel complot. C'est pour ça aussi qu'on voit l'émergence, à mon avis, de beaucoup de théories du complot, comme on dit, plus ou moins fumeuses, parce qu'il y a un intérêt pour le système, pour se défendre, à brouiller les cartes. C'est vraiment une bonne chose, ça. Et beaucoup de gens se rendent compte que le système ne marche plus, on ne vit pas le rêve, pas le rêve américain, mais le rêve républicain.
Ah, c'est une bonne formule, ça. Le rêve républicain. C'est une bonne formule. À noter. Alors, justement, en parlant d'institution, je dirais dans le Valls dossier numéro 2, Monsieur Manuel Valls est actuellement notre Premier ministre. Et donc, au lendemain des municipales qui ont été une débâcle pour la partie socialiste, il a été chargé notamment de former un nouveau gouvernement. Et ce nouveau gouvernement, non, sans rentrer dans les détails, on va pas non plus y passer des heures, mais enfin, il y a quand même pas si nouveau que ça en plus. Hein. Oui, mais voilà, c'est justement ça toute la chose. Il a permuté 3 ministres, changer 2 secrétaires d'État et puis basta. Voilà, alors sur 32 ministres et secrétaires d'État, simplement 11 sont rentrés, et uniquement sur les ministres, il n'y en a que 2. Voilà. 2 nouveaux. Sinon, ça n'a été qu'un jeu de chaises musicales. Alors moi, j'ai plusieurs questions à vous poser, messieurs. C'est finalement, n'est-ce pas, une fois de plus, la démonstration que la démocratie est simplement une soupape de sécurité pour le système. Si ça commence un petit peu à chauffer, hop, on fait sauter une ou deux têtes, et voilà. Et puis la deuxième, c'est que finalement, cette soupape-là, ils ne vont même plus faire sauter des têtes. Ils se changent, ce sont des places interchangeables. Alors, n'est-ce pas le fait que personne n'ait râlé, n'est-ce pas la preuve que finalement tout le monde se désintéresse totalement de ce théâtre, quoi. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Paul ? C'est pas effectivement pour ceux qui sont habitués de l'émission, c'est pas nouveau. On sait très bien que la farce démocratique, c'est que du théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, on amuse le peuple avec des histoires de ministres, qu'on s'engueule à l'Assemblée, on fait style qu'on n'est pas d'accord, mais en fait. 2 ans après, on vote les mêmes lois et ainsi de suite. Donc je veux dire que c'est de l'amuse-peuple. Je veux dire, donc ça, le fait qu'ils aient fait effectivement un remaniement ministériel, c'est vraiment... Un remaniement qui finalement n'en est pas un. C'est un remaniement mineur. En fait, c'est surtout... Ah oui, non, tout à fait. Mais François, vas-y. Le principal changement de ce gouvernement, c'est celui qui est à sa tête. Tu parlais de démocratie comme soupape de sécurité du système. Là, en l'occurrence, c'est surtout Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui a été la soupape de sécurité pour Hollande. Un bouc émissaire, on change les cartes, et ça lui permet à la fois de dégager quelqu'un dont la cote de popularité était presque aussi mauvaise que la sienne, de donner l'impression de faire quelque chose, et également... ça met en difficulté Valls, ça peut mettre en difficulté Valls pour 2017, puisque il n'est un secret pour personne que c'est le principal concurrent de Hollande à gauche pour la prochaine élection présidentielle. Ça vient, Alexandre, un commentaire ? Moi, ce que j'ai noté, c'est l'expression employée par François Hollande lors de la nomination de son nouveau Premier ministre, c'est le gouvernement de combat. A priori, Manuel Valls n'est pas particulièrement efficace sur le domaine économique. Il est a priori pas plus efficace sur les chevaux de bataille de la gauche dans le domaine sociétal. Donc, il lui reste quoi ? Ce qu'il a toujours fait, combattre les opposants au système. A priori, ce gouvernement de combat, il nous est destiné. Ça, c'est sûr. C'est le seul combat effectivement qui sache mener. Alors justement, je dirais vous faites une très bonne transition vers le dossier numéro 3. C'est par rapport à la sortie du livre d'Emmanuel Ratier, Le vrai visage de Manuel Valls. Alors messieurs, est-ce que l'un d'entre vous l'a lu et peut-il nous le commenter ? Non, arrêtez de me regarder, je ne l'ai pas lu. Non, effectivement, j'ai pas pris le temps encore de le lire. Ceci dit, je pense que en suivant assidûment un petit peu ce qui traîne sur le net, on peut déjà un petit peu dire quelle en est la substance, parce que donc effectivement, il y a plusieurs choses qui sont passées là-dessus. Qu'est-ce qu'on apprend en gros dans le bouquin de Ratier sur Valls ? La première chose, c'est que Valls, qui s'est toujours prétendu être un fils d'immigrés espagnols chassés par les vilains fascistes franquistes, en fait, sa famille était de la haute bourgeoisie catholique catalane, donc plutôt pro-franquiste, et que lui-même est né d'ailleurs en Espagne, sous le régime de Franco. Donc s'ils avaient vraiment été des super républicains antifascistes, bien évidemment, Manuel Valls n'aurait pas pu naître en Espagne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Valls a été, par rapport au conflit israélo-palestinien, Valls, en tant que député maire socialiste de la ville d'Évry, était un pro-palestinien. Il subventionnait des associations pro-palestiniennes. Il a même donc planté un olivier
comment dire, pour commémorer le fait qu'il ait jumelé sa ville avec je ne sais plus quel camp palestinien en Palestine. Donc il a toujours été pro-palestinien et depuis qu'il s'est remarié, donc en seconde noces avec une violoniste juive, maintenant c'est un pro-sioniste fanatique. Donc voilà, le bouquin a ce mérite de mettre ça en lumière. Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Oui, aussi il nous apprend effectivement que oui, c'est vrai que si Valls est issu d'une bonne famille de la bourgeoisie catholique catalane, pourquoi est-ce que maintenant il est à gauche, farouchement anticatholique? Donc là, on a aussi la réponse dans le bouquin de Ratier qui nous explique que vers autour de 18-20 ans, il était très copain avec Bauer. Le pacte de Tolbiac. Voilà, le pacte de Tolbiac, Alain Bauer, et puis donc l'autre juif, là, comment il s'appelle, je ne sais plus son nom. Fuchs, non, c'est pas ça. Attends, vas-y, continue, je vais le retrouver. Ouais, on te retrouver son nom. Vraiment. Stéphane Fuchs. Je crois que c'est ça, Fuchs. Hein. Et Le donc, communicant. qui est un grand communicant, qui est un grand Manitou des médias actuels. Donc, ils ont fait effectivement le pacte de Tolbiac, et donc depuis cette date-là, donc Manuel Valls est rentré en franc-maçonnerie. Et donc, Stéphane Fuchs. Hein. Voilà, et donc après, il a gravi tous les échelons de la nomenclatura socialiste, maçonnique, républicaine. Et donc voilà ce qui explique son parcours et comment on peut passer aussi effectivement du camp pro-palestinien au camp israélien tout en restant franc-maçon. Est-ce qu'il a été vraiment pro-palestinien convaincu? Dans les actes, oui, c'est certain. Dans les actes, il y a... Non, mais dans les actes, ça c'est certain. Et est-ce qu'il est devenu pro-sioniste depuis son mariage? Je ne sais pas si c'est ça qui fait que. Peut-être que c'est tout simplement une question d'opportunité. Un autre marché lui était ouvert. Sauf qu'au niveau des dates, ça coïncide quand même. C'est possible. Au niveau des dates, il n'y a pas photo. Il avait d'ailleurs lui-même dit qu'il était éternellement attaché à Israël. Autre petite chose donc là qui a été sur le bouquin apparemment qui est mentionné, c'est que donc du côté là plus de son père mais de sa mère, il aurait eu donc un grand-père qui était donc un gros colon en Afrique noire, donc pour quelqu'un qui veut donner des leçons de droit de l'homisme et tout, bon voilà quoi, donc il a un grand-père qui a fait fortune dans les colonies. Oui, c'est pas l'image du rêve républicain voilà. qu'il voulait vendre. Et surtout, c'est pas un petit malheureux. Oui, ce que dit aussi Ratier dans son bouquin, c'est la grande bourgeoisie. Oui, c'est la haute bourgeoisie. Donc du côté de son père, c'est la haute bourgeoisie. Il y a une banque en Catalogne qui s'appelle la banque Valls. Valls et puis il y a un autre nom, je crois, parce qu'il y a toujours deux noms en Espagne. Donc il y a une banque qui s'appelle Valls, quoi. Donc le gars, c'est pas un petit pauvre. Hein. Non, c'est pas du prolétaire immigré, travailleur. Maçon, enfin un vrai métier, non, c'est un ministre, c'est pas un métier. Bon. Très bien, quelque chose à rajouter, Paul Laure? Oui, je suis désolé, j'ai encore un autre truc à dire. Moi j'ai quelque chose à rajouter par rapport donc, à ce bouquin donc, de Ratier, c'est que donc à mon sens Ratier a effectué un coup de maître en sortant ce bouquin-là. Et donc, au niveau de la com, dans tous les médias de réinformation, tous les médias non officiels, la com a très, 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 très bien marché. Ça a été très, très pro. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Même les médias officiels. Enfin, moi, Eh ben non, justement. Ce matin, je lisais un article de 3 pages sur l'Express qui en parlait. Hein. Bon, alors c'est tout. Ça arrive donc ce matin. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, on est donc le samedi 10 mai. Parce qu'effectivement, jusqu'à cette date, alors que maintenant, donc ça fait quand même quelques temps que le bouquin est sorti, pour l'instant, dans les grands médias, rien n'avait filtré. C'était impressionnant. Là, c'est sur le site internet de l'Express. Bon, on espère. Ceci dit... oui, il les défonce en disant que c'est des rancœurs personnelles. Ouais, ça d'accord. Ouais. Mais en attendant, ils en parlent. Ils en parlent, parce qu'il y a quand même ce côté un peu... Oubliez que Valls a été l'attaché de presse de Dieudonné, tout comme l'Express va être l'attaché de presse d'Emmanuel Ratier, peut-être. Ouais, voilà. Non, mais si ça pouvait être le cas. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait vraiment rien dessus. Et ce blackout de tous les médias, donc même... Je sais pas moi, mais les médias même de gauche ou d'extrême gauche devraient quand même souligner le fait de passer de pro-palestinien à pro-israélien fanatique. Bon, je sais pas quoi, les gars du PC ou ce qu'il en reste, les écolos machin et tout, ils devraient quand même un peu faire quelque chose. C'est quand même une information importante.
Moi, il me fait tout simplement penser, pour ceux qui ont suivi la série House of Cards, à ce politicien américain qui n'a pas de conviction finalement et qui fait en fonction de l'opportunité. On voit que tu bosses la doctrine, toi, c'est bien. Non, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu l'envers du décor. Cette série House of Cards, au-delà des scènes qu'il y a dans toutes les séries américaines, elle est assez intéressante puisqu'elle a été faite en discutant avec des personnes qui ont le même rôle. Le whip, ce qui s'appelle le whip, c'est la personne qui rassemble les votes au Parlement aux États-Unis. C'est un bon. Bon, je suis pas un spécialiste comme toi de cette expérience, série parce que j'ai pas pu regarder un épisode en entier, mais le peu qu'on voit, c'est que quand même, je dirais l'écueil de ce genre de série, c'est que de faire croire que tout reposerait sur une espèce de tactique et comment dire, que tout le système démocratique n'est qu'une question de tactique et que en fait, si on en arrivait où on est arrivé, donc c'est-à-dire très bas, c'est juste parce que ce sont des gens sans scrupules qui veulent absolument avoir le pouvoir. Au contraire, non. Mais non, bon, il parlait, non, mais c'est vrai que moi j'ai pas vu, j'ai vu à peine un épisode, donc je peux pas trop. Mais il parle de comment dire de ce qu'il y a derrière, parce qu'encore une fois, ce qu'on voit des politiciens, c'est du théâtre. Pour qui s'est regardé, tu vois deux trois symboles maçonniques, notamment dans le bureau alors j'ai oublié le personnage principal. Donc c'est très très léger, alors quand même. Oui, c'est léger. Sinon tout repose sur l'avidité de pouvoir d'un homme. Ouais, voilà. Alors qu'en fait, mais où t'as le rôle des lobbies, le pouvoir économique, etc. Enfin, on va pas faire l'émission là-dessus, mais pour quelque chose qui est grand public, c'est pas inintéressant. Je pense que c'est bon d'en parler parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, il y a plus de gens qui vont regarder les séries qui vont se plonger dans un bouquin. Donc effectivement, penses-tu? T'es mauvaise langue. Donc effectivement, je pense que c'est une bonne chose d'en parler. Mais c'est vrai que moi, le peu que j'en ai vu, c'est qu'effectivement, on faisait tout reposer sur l'homme qui était vraiment exécrable, machin et tout. Et pas sur mais c'est sur l'homme qui se meut dans un système qui lui permet d'agir ainsi. Et il joue avec les ressorts du système. Qui est-ce qui est vraiment derrière? Parce que toute cette table, on est quand même bien conscient que voilà, les hommes politiques aussi exécrables soient-ils, sont-ils humainement, il n'empêche que c'est quand même pas eux qui commandent, quoi. Je veux dire qu'il y a quand même si avant sa femme il n'avait pas vraiment de capacité à être Premier ministre ou président. Très bien. Mais écoutez, pour rester un petit peu, alors on va rester en politique intérieure. Je vous propose maintenant d'aborder le sujet d'Hénin-Beaumont, puisque Steve Briouat y a été élu maire suite aux dernières élections. Brillamment aux dernières élections municipales. Non, mais on peut le féliciter. Et alors, on peut également le féliciter, à mon sens, d'avoir eu un peu de courage, puisqu'il a, juste après donc son élection, demandé à la Ligue des droits de l'homme de quitter tout simplement leur local qu'ils occupaient illégalement, avec l'appui de l'équipe dirigeante précédente, mais qu'ils occupaient illégalement puisqu'ils n'avaient pas de bail. Et donc voilà, bon, il a quand même eu, à mon sens, un peu le courage de vouloir les mettre dehors juste après son élection, alors que il a quand même été pas mal décrié dans les médias. Il aurait pu vouloir peut-être un peu de calme, mais il est rentré dans l'art. Et aujourd'hui, bon, bien sûr, c'est les pleurnicheries habituelles de ce genre d'assos, mais je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre, par exemple? Je pense que tout maire qui supprime ce genre d'assistanat, d'association culpabilisatrice prend une bonne décision. Alors là, il supprime pas, simplement il les met dehors. Mais de fait, il supprime une aide. Il supprime une aide, oui. Oui, voilà, donc ils avaient un local gratuitement. Voilà. Un local plus des subventions, également données de manière a priori juridiquement illégale, puisque cette association a pris position publiquement contre le Front National, et normalement, si on veut recevoir des subventions, il faut une certaine neutralité politique, en théorie. On sait ce que ça veut dire, ça. Non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. À voir si le cas fera école sur les autres maires élus est-ce que les autres maires est-ce que dans les différentes municipalités des autres maires il y avait un local qui était donné gracieusement à la Ligue des droits de l'homme? C'est pas certain. Oui, mais il n'y a pas que la Ligue des droits de l'homme qui émarge dans les mairies, donc il y a un certain nombre d'associations communautaires qui réclament des réparations ou qui servent de vigiles antifascistes. À voir donc si le cas fera école à Béziers ou dans d'autres villes, pour voir si
les choses vont dans le bon sens. Béziers, pour le coup, Robert Ménard prend un petit peu ses distances avec le Front. D'ailleurs, il n'était pas élu. Il se était présente pas comme. encarté. Absolument, il n'est pas encarté Front National, même si bon. Il est soutenu par le Front National. Absolument. Il était soutenu par le Front National. Mais on va voir dans d'autres villes. Mais c'est une mesure. Il n'a pas forcément pris un risque énorme parce que, et d'une, ça fait mesure de bonne gestion de virer quelqu'un qui ne paye pas un loyer. Et deux, il va se fâcher avec personne avec qui il n'était pas déjà fâché en foutant la Ligue des droits de l'homme dehors. C'était déjà des gens qui l'aimaient pas. Ce sont des adversaires politiques pour lui. Mais ça, en tout cas, c'est un genre de petite nouvelle tout à fait réjouissante. Oui, puis surtout, moi je pense que assez étonnante. C'est-à-dire qu'effectivement, il a eu le courage de le faire. Venant d'un mariniste et tout, prendre ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Moi, ce que je voulais aussi souligner, c'est qu'effectivement, donc comme chacun sait, la Ligue des droits de l'homme, donc c'est une officine d'extrême gauche maçonnique, c'est-à-dire que la Ligue des droits de l'homme, c'est une association paramaçonnique où on retrouve souvent beaucoup d'enseignants notamment. Et là, ce qui était sympa, c'est qu'effectivement, dans les différentes réactions qu'il y a eu, bien évidemment, tous les républicains se sont offusqués, c'était horrible, c'était atroce, c'était la fin du monde. Mais ce qui était sympa, c'est la petite solidarité maçonnique comment s'appelle-t-il, celui qui est au FN Collard qui a dit oui, sur cette mesure, moi, j'aurais pas trop fait comme ça, je l'aurais fait différemment. J'ai trouvé ça assez sympa. Je ne savais pas, c'est amusant. Si, c'est amusant. Je veux dire que le gars, il vient juste d'être élu, donc tout le monde applaudit dans le camp national, et le petit franc-mac Collard, par solidarité avec ses frères, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ouais, t'aurais fait ça comment? T'aurais doublé la subvention. Alors, sinon, c'est une nouvelle plutôt réjouissante. Maintenant, on va parler toujours en politique intérieure. On va parler de l'affaire des bonnets rouges, puisque elle n'est pas finie. Le 22 avril 2014 avait lieu le procès de 11 bonnets rouges. Finalement le procès a été reporté, mais 4 ont été mis en détention provisoire, donc ils sont arrivés libres et ils sont repartis embastillés, et ils sont notamment poursuivis pour destruction du portail écotaxe de Pontorson, donc ça, à la rigueur, ça se justifie, mais et encore aussi, enfin ça se justifie, je dis d'un point de vue légal, mais là où on voit la mauvaise foi, c'est qu'ils sont également poursuivis pour association de malfaiteurs. Alors, 2 questions, messieurs. La première, c'est, n'est-ce pas, une fois de plus, la démonstration que je dirais la démocratie va se servir de tout l'arsenal juridique qu'elle a à sa disposition pour faire taire les opposants, même s'ils ne sont pas du camp national. Première question. Et deuxième question, je dirais que l'affaire des bonnets rouges, ça s'est quand même un petit peu apaisé, calmé, on entendait beaucoup moins parler, et là ils reviennent dessus et ils les mettent en détention provisoire pour des faits somme toute assez mineurs, des gars des cités qui auraient fait ça, ils seraient probablement pas en détention provisoire. Et puis surtout si ça avait été la CGT qui avait fait voilà, ça, exactement. Alors n'est-ce pas aussi une fois de plus la preuve qu'en fait la démocratie ne pardonne pas, à partir du moment, enfin la République ne pardonne pas, à partir du moment où on s'attaque à elle, et d'autant plus de manière un peu violente, il n'y a pas de pardon. Alors Alexandre, vas-y, je t'en prie, tu veux réagir? Si vous vous rappelez, l'affaire des bonnets rouges a posé quand même un gros problème aux habituels détournements des colères populaires. Puisque dans les manifestations de bonnets rouges se sont retrouvés des paysans possesseurs de peu de terres, des artisans, des employés, des petits patrons, en fait le tissu économique local. Si vous vous rappelez... c'est une révolte identitaire un peu. Voilà. Et d'ailleurs, le nom qu'ils ont pris fait référence à une jacquerie antifiscale. Mais si vous vous rappelez toutes les réactions de la part de la gauche comme des syndicats ou des syndicats et même des politiques comme Mélenchon ou comme certains du Parti Socialiste qui se sont retrouvés totalement dépassés par leur base, par les gens qui les soutiennent habituellement et qui les suivent comme des moutons dans leurs manifestations. Ils avaient essayé de faire une contre-manifestation qui avait été un flop. Ouais, ça avait été un fiasco. Clairement, se sont retrouvés lors des affrontements nos adversaires habituels, à savoir l'extrême gauche et des camarades
comme Jeune Bretagne, les identitaires ou des nationalistes français, tous côte à côte pour affronter la police et pour aller manifester le fait que cette mesure ne passerait pas. Clairement, l'histoire des bonnets rouges a posé un très gros problème de gestion de la colère populaire à la République. Ça, c'est certain. Et donc, ça ne me surprend pas particulièrement qu'aujourd'hui, une fois que les choses sont redescendues et que donc, connaissant le peuple de France, une fois qu'il a manifesté sa colère, il retourne chez lui, il regarde la télé. Maintenant que les gens sont moins soutenus, on va cogner parce qu'on veut absolument pas que ça recommence. Autre chose, c'est surtout cette révolte. On voit quelque chose qui est problématique. Chaque fois qu'il y a un mouvement un petit peu social en France, c'est en 3 temps. Soit le système essaye de se l'accaparer par le front de gauche, les syndicats, etc. S'il ne peut pas, il le marginalise, il le diabolise. Et s'il n'y arrive pas non plus, parce que là, ça n'a pas été le cas, ils ont essayé tout de même. Ils ont essayé, mais ça n'a pas réussi parce qu'il y avait un peu trop de monde. À la limite, ça marche quand c'est la manif pour tous. Tu peux essayer de diaboliser un petit peu parce que c'est des vilains bourgeois dans l'imaginaire. Oui, puis ils n'avaient pas d'argument idéologique non plus pour marginaliser le mouvement. Ils ne pouvaient pas dire c'est des fachos. Absolument. C'est pas possible. Oui, et donc on passe à la 3e étape, on condamne. On s'accapare, on peut pas, on marginalise et on condamne. On en est à ce stade, c'est parfaitement logique. Ça suit un schéma logique. Mais c'est sûr que de toute façon, comme tu le disais dans ta question originelle, bien évidemment que la République n'oublie pas et bien évidemment qu'elle va pourchasser tous ceux qui pourraient la mettre en danger. Encore une fois, effectivement, la République est un système catastrophique pour le peuple, pour la gestion du pays. En revanche, elle sait se défendre et elle sait vraiment s'occuper de ses ennemis. Il n'y a pas de problème. Très bien, messieurs. Alors, j'ai 2 faits divers qu'on peut évoquer rapidement. La première, c'est le Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain, club de foot de la capitale, a été champion de France le 7 mai, donc avant la fin du championnat. Et pour éviter les débordements qu'il y avait pu y avoir l'année dernière, lors de la fête du titre, eh bien, le club n'avait pas organisé de fête publique dans la rue, etc. Bon, il y a quand même eu des supporters qui spontanément se sont rassemblés sur les Champs-Élysées pour fêter la victoire. Alors, les supporters, c'est beaucoup, enfin quelques racailles et puis ensuite aussi du blanc, mais quelques racailles. On était en début de soirée. Les deux sont de moins en moins incompatibles d'ailleurs, racailles et blanc. Oui, malheureusement, mais début de soirée, il y avait quelques bières qui traînaient, mais honnêtement pas de gros débordements. Et là, vous pouvez voir la vidéo sur le site, vous tapez sur Google Line Press, L-I-N-E, plus loin P-R-E-2-S. Là, vous allez arriver sur une chaîne YouTube et vous retrouvez la vidéo, vous verrez. On voit les policiers intervenir, c'est absolument incroyable, puisqu'ils matraquent, je dirais, n'importe qui, tous ceux qui croisent, ils leur mettent des coups. C'est absolument, c'est complètement fou, cette vidéo. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Alors, je voudrais en avoir votre interprétation, Paul. Oui, donc effectivement, moi quand je suis tombé sur cette vidéo, je suis resté quoi. Je suis pas un spécialiste de tout ce qui est supporter de foot et autres, mais là vraiment ce qui est frappant, et donc à mon avis il y a un lien justement avec notre sujet précédent par rapport au bonnet rouge, c'est que là la République sait vraiment être violente, elle sait le faire. Donc là le contexte est différent. Là effectivement, suite au pillage que les racailles avaient fait l'année dernière pendant cette fête de supporters, le gouvernement avait été très très critiqué, puisqu'effectivement il y avait eu des dizaines de commerces vandalisés, je ne sais plus combien de voitures de brûlées. Donc là on voit qu'on a quand même affaire à un gouvernement qui perd un peu les pédales, puisque ce coup-ci la réponse du gouvernement à une fête, même si c'est pas trop mon trip, mais bon, à une fête de supporters, la fête vient à peine de commencer, les supporters sont à peine dans la rue, que là il y a des centaines et des centaines, voire il y avait même des milliers de CRS qui triquaient tout le monde. Et c'était vraiment impressionnant à voir. Mais tout le monde de chez tout le monde. Voilà, ce qui était impressionnant de voir, c'était donc des gens qui sont en train de faire la fête, qui sont assis sur un banc, et on voit des CRS qui déboulent par derrière et qui mettent des coups de matraque. C'est impressionnant, moi j'ai jamais vu ça.
le scénario habituel, me semble-t-il, même encore une fois, si je connais rien à ça, cet univers-là, c'est bon, voilà, les supporters sont éméchés, c'est la fin de soirée, ils commencent à insulter les CRS, ils commencent à leur balancer des pierres, et puis au bout de quelques sommations, les CRS chargent, ils triquent tout le monde, et voilà, tout le monde rentre chez soi. Mais ce soir-là... Si tu le permets, d'ailleurs, l'année dernière, il y a eu des sommations, puis il n'y a rien eu. Ah oui, voilà. Ce qui a fait énormément râler la base. Voilà. Qui au final a balancé, pour certains, j'avais eu des témoignages directement de CRS qui avaient on de voit même des bonnes décidé... fréquentations. Connais ton ennemi, connais-toi toi-même. Donc, certains CRS qui eux-mêmes avaient envoyé quelques gazeuses contre l'avis de leur chef, qui après coup se sont dit ah bah oui tiens finalement c'est pas mal, parce qu'il faut savoir que l'autorité sur place est au téléphone et c'est pas elle qui prend les décisions. Et ben là je peux te dire que mercredi soir c'était pas ça, hein. Donc là pour le coup ils avaient des ordres, hein. C'était de triquer tout le monde, et donc là on voyait donc déjà moi, je m'interroge aussi sur le niveau légal, parce que c'est ce qui est bien dans notre République, c'est qu'on nous dit oui, la République, les lois républicaines, mais il faut quand même savoir l'état de droit, hein, si les premiers qui bafouent en permanence les propres lois qu'ils ont pondues, ce sont bien les Républicains. Et donc là, en l'occurrence, sur la vidéo de Line Press, qui est assez complète, qui dure plus d'une demi-heure, à aucun moment on voit de CRS avec l'écharpe tricolore qui désigne l'OPJ, pour pouvoir faire les sommations d'usage qui leur permettent de réprimander des rassemblements illicites. Et donc là, à aucun moment on le voit. Là, on voit juste des CRS qui, d'un seul coup, comme ça, tapent tout le monde, gazent tout le monde aussi, hein. S'il y a des femmes, c'est pareil, on les gaze aussi. Et surtout même des fois par derrière, donc c'est assez oui, et puis alors moi j'ai deux anecdotes par rapport à cette vidéo. C'est un moment où on voit un groupe de supporters qui arrivent sur les Champs-Élysées, donc qui manifestement ne savent pas du tout ce qui se passe. Ils arrivent dessus, et là sur leur droite il y avait des CRS. Les CRS les voient, boum, ils chargent et ils les cognent, quoi. Les mecs ont rien demandé, ont rien fait, ils viennent juste. Et à mon sens, c'est pas du tout légal. C'est pas du tout légal. Alors, et puis autre fait marquant, c'est des supporters qui étaient là, à mon avis, qui ne voulaient pas non plus mettre le bazar, mais qui étaient là pour fêter. Et là, quand ils voient comment ça dégénère, ils veulent partir un petit peu, sortir de cette nasse. Ils se font triquer. Et les mecs, ils passent entre les CRS, et les CRS claquent des coups partout, par derrière, dans les nuts, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, pour prendre un peu de hauteur. Vis-à-vis une dernière chose, si certains supporters nous écoutent, sachez que si vous avez un avocat, tournez-vous vers lui, parce qu'à mon avis vous pouvez porter plainte. C'était complètement illégal. Allez, voilà. Moi je regarde un petit peu ce qui peut se passer en Europe, puisque là-dessus la France a un peu de retard sur la criminalisation des groupes de supporters. Quand on voit ce qui s'est passé en Angleterre, où là, c'est autre chose, ils ont quand même criminaliser tout comportement en dehors du pur consumérisme. Non mais là non, mais on n'est pas du tout dans le même cadre, parce qu'effectivement, s'ils ont criminalisé les supporters, ils ont quand même fait des lois pour ça. Tandis que là, moi je te parle en fin de compte, là ce qui est caractéristique, c'est qu'on voit bien que l'année dernière, comme ils ont rien fait, comme ils ont laissé tout casser par les casseurs, et que le lendemain, dans tous les médias de gauche et de droite, ils se sont pris plein la tête en disant que c'était un gouvernement incapable. Ils sont dit cette année, ça va pas se passer comme ça, ça va pas rigoler. Et on voit qu'en fin de compte, ce sont des incapables. C'est-à-dire que d'un côté, une année, ils laissent tout faire, ils laissent tout casser. Et l'année précédente, moi je suis pas un protecteur des supporters, mais je pense pas qu'un supporter, c'est normal d'aller le taper par derrière avec des matraques alors que le gars a rien fait. Même si c'est un Africain, même si c'est un Arabe, je vois pas de quel droit ils peuvent triquer les gars par derrière sans aucune raison. Moi ça me choque, franchement ça me choque. Donc moi ce que je vois c'est le côté gouvernement incapable, un coup on est trop laxiste, ils laissent tout faire, et le coup d'après ils sont d'une violence inouïe, alors qu'ils nous parlent ils nous font toujours des leçons de droit de l'hominisme, de républicanisme, et en fin de compte ils sont vraiment inhumains, quoi. Ils sont vraiment violents. Ouais, je pense qu'il y a quand même une certaine logique dans leurs agissements. L'année dernière ils avaient eu des demandes, pour pas dire directives, de la part du Qatar pour ne pas intervenir parce qu'ils pensaient que ce seraient les policiers qui feraient dégénérer les choses. Il est prouvé que c'est non. Il est prouvé que c'est pas le cas. Ça c'est bon pour TF1, mais en vrai dans la vraie vie, qui est-ce qui croit ça? Ensuite, la population des quartiers autour du Trocadéro n'est pas dénuée
d'influence. Donc voilà, la pilule a eu du mal à placer. Mais pour revenir aux supporters de foot, on est dans une logique de destruction de tous les groupes auxquels on peut se référer, de tous les groupes un peu organisés, de tous les groupes avec une légère tendance identitaire pour créer simplement des purs spectateurs consommateurs d'un spectacle. On va au spectacle, on applaudit, on consomme et on rentre chez soi. Et donc, alors, ils sont pas bons, ça je pense qu'on est tous d'accord, mais c'est pas la première fois qu'ils nous le démontrent. Mais il y a clairement une logique de, une fois que vous avez eu votre titre, vous avez chanté dans le stade, vous rentrez chez vous et vous regardez la télé. Oui, c'est bien possible. François, bon. Si tu le permets, il y a aussi un élément qu'on n'a pas évoqué, qui est que l'année dernière, il y a eu toutes ces échauffourées, ils ne les ont pas vu venir. Cette fois-là, ils s'y attendaient, et surtout, aujourd'hui, ils sont entre une défaite aux municipales et une défaite aux européennes. Il y a probablement une volonté de vouloir un petit peu montrer ses muscles entre une première déculottée donnée par l'UMP et le Front, et une deuxième qui arrive. Oui, moi je Ça crois peut que être un facteur. Ouais, parce que quand même, par rapport à la répression des supporters, moi je pense que voilà, sur ce coup-là, ils ont été très violents et franchement injustes. En revanche, je pense que l'attitude quand même générale vis-à-vis des supporters est quand même assez laxiste. Et moi ça m'étonnerait pas que dans les mois qui viennent, passer les élections et autres, l'attitude soit plutôt l'attitude qu'ils avaient l'année dernière, à savoir plutôt laisser faire. Il y a quand même pour le foot. Et comme c'est le foot était une maille importante, un maillon important du pari des jeux, du système, voilà, du système démocratique. Je pense qu'il y a quand même toujours une tolérance pour ça, et que justement ce soir-là, c'était vraiment une exception, quoi, qui était vraiment qui était due au contexte électoral du moment. Alors, on va pas avoir tout le temps de traiter, mais je voulais aussi un petit peu revenir sur le film qui est sorti, qui a fait du buzz à sa sortie, mais qui finalement est un échec commercial. C'est le film 24 jours. 24 jours, c'est donc le film qui retrace le calvaire de 24 jours d'Ilan Halimi, qui a été capturé, torturé et tué par le gang des barbares. Ce film retrace donc ce calvaire. Et c'est un échec. Alors, je crois que Paul, tu voulais intervenir à ce sujet, et toi, tu trouves que l'interprétation qui est faite est absolument, est un peu folle, quoi. Oui, donc effectivement, tu as présenté donc ce film. Je pense que nos auditeurs ont un petit peu suivi, ont dû entendre parler un petit peu effectivement de ce film d'Alexandre Arcadi, qui est en fait qui est censé retracer le calvaire d'Ilan Halimi, et donc effectivement il y a plusieurs choses à dire par rapport à ce film-là, outre le fait que c'est en fait on voit vraiment que c'est c'est une énième pleurnicherie identitaire. Je m'explique. Des Français victimes de barbares venus, extra-européens, il y en a en permanence. Je veux dire que les pages des faits divers sont pleines, hein, toutes les histoires de tournantes, où à chaque fois ce sont des Gauloises qui y passent, des vieux qui sont torturés par des jeunes des cités et tout. Je veux dire que c'est vraiment c'est le lot quotidien en France depuis maintenant des années. Et donc là, on a un film qui voudrait nous faire pleurnicher sur l'histoire certes tragique de cet Ilan Halimi, mais au regard de toutes les victimes françaises, c'est vraiment anecdotique. Et donc là, on a une énième pleurnicherie identitaire pour nous dire à nous, les pauvres juifs, on a souffert. Bon, ok. Et on souffre encore. Voilà, donc c'est pas fini. Donc la Shoah continue. Hein, donc voilà. Et on a ça. Et on a aussi le côté j'ai perdu mon fil. Vous voyez, si tu avais quelque chose à dire. Je rebondis là-dessus. Sur le film 24 heures, il y a quelque chose qui est très amusant. 24 jours. 24, pardon. 24. J'aime beaucoup les séries. J'ai une fiche où il y a marqué 24 heures sous les yeux qui m'a été donnée. Donc sur le film 24 jours, bon,
il fait un bid, il est diffusé dans même pas 30 salles en France. Et il va être retiré des salles à la fin de la semaine. Hein. Voilà, et il va être retiré et va être expliqué que c'est en raison d'un climat de violence à l'égard des antisémites, tout comme il a été expliqué pour le film le dernier film antichrétien qui est pas diffusé énormément non plus. Noé. Non. Je vous coupe un peu, messieurs, mais n'y a-t-il pas aussi, je dirais, une critique, peut-être un peu camouflée, mais du travail des policiers dans cette affaire. On en parlait hors antenne avec Paul, qui me disait qu'a priori, la mère d'Ilan Halimi, qui a écrit un livre à ce sujet et dont finalement le film n'est qu'une adaptation, critique le fait que les policiers n'aient pas tout de suite vu que c'était un crime antisémite. Alors même si en plus sur l'antisémitisme, j'ai envie de dire, c'est même pas forcément révélé dans cette affaire entre guillemets, puisque si Ilan Halimi a été capturé par le gang des barbares, à la base, c'est pas juste pour se faire un juif, hein. C'est pour lui soutirer de l'argent. Hein. Ils ont appelé 600 fois. C'était pas par antisémitisme, c'était pas parce qu'il pensait que en tant que juif, il avait de l'argent, sinon sa communauté en aurait et pourrait être solidaire. Exactement. Alors, vas-y, Paul. Je crois que merci Julien. C'est effectivement c'est ça que je voulais dire, c'est qu'effectivement donc là, moi j'ai pas vu le film, mais bon, ce qui transparaît des différents articles et différentes vidéos qu'on peut voir là-dessus, c'est qu'effectivement le film d'Arcadie est basé sur le bouquin de la mère de la victime et qui met en cause gravement la police française. Qui dit qu'en fait voilà les flics en fait sont pas très malins parce qu'ils n'avaient pas compris tout de suite que c'était un crime antisémite. Ils pensaient bêtement que c'était un crime crapuleux comme il en existe encore une fois tous les jours contre ces abrutis de Gaulois. Hein. Et là non, là pour une fois donc elle savait tout de suite, elle a su que c'était antisémite tout de suite et donc le film vraiment est une charge contre la police. Crime de lumière. Voilà, un crime de lumière, voilà. On n'est plus dans du fait divers, on est vraiment dans quelque chose de très très grave. Dans les extraits qu'on voit notamment sur internet, on peut voir que la mère s'en prend violemment aux policiers à un moment, donc dans une scène où les policiers disent de toute façon, nous en France, parce que donc là l'histoire c'est qu'en fait donc ce jeune juif a été kidnappé donc par un gang de barbares qui demande une rançon à la famille. Et donc là, il y a une scène entre la mère et les policiers où la mère leur dit tout de suite mais nous on paye et les policiers disent non, en France nous vous comprenez, on paye aucune rançon. Il y a une tradition, on ne paye pas les rançons. C'est une tradition dans la police française, on ne paye pas, sinon vous vous rendez compte, toutes les semaines on aurait des kidnappings, donc nous on ne paye pas. Et donc voilà, encore une fois on a cette scène qui est très symptomatique. Dans la bande-annonce, la mère dit également, regardez, ils n'ont pas écrit un homme a été enlevé, ils ont écrit un juif a été enlevé, il va mourir. Alors je ne sais pas, c'est peut-être vrai d'ailleurs, je n'ai pas suivi le faudrait vérifier détail, quand même. Effectivement, c'est dans la bande-annonce, c'est mentionné. Tu dirais que c'est un point de détail ? Bon, on va s'arrêter tout de suite avant de finir en zonzon. Messieurs, je vous propose de passer à la page internationale avec deux sujets à traiter. Alors le premier, c'est revenir un petit peu sur cette affaire un petit peu extraordinaire, l'affaire du Ranch Bundy. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte, le Ranch Bundy c'est quoi ? C'est tenu par un certain monsieur Cleveland Bundy, qui est donc un éleveur de bétail au Nevada. Sa famille y habite depuis très longtemps, 1870, pardon. Et en fait au Nevada, 80% du territoire est public. Et l'État dit, bon voilà, grosso modo tout est à nous, on veut bien que vos troupeaux aillent paître. Continue à paître. Continue à paître, tout à fait. Néanmoins, on souhaite qu'en échange, vous payez une taxe. Les Bundy refusent depuis toujours de payer, et maintenant la facture s'élève à plusieurs millions d'euros, et l'État fédéral a décidé d'aller récupérer, d'abord voler les troupeaux de monsieur Bundy pour les revendre, et récupérer l'argent. Et donc là, ça a donné lieu à une sorte d'émeute, et finalement, l'État fédéral a fini par plier. Alors, Paul, que t'inspire un petit peu cette histoire ? J'avais une petite précision à faire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, effectivement, donc, si la famille Bundy, donc son ranch fait paître les troupeaux, donc elle les fait paître depuis effectivement 1870, et en fait, ça fait qu'une vingtaine d'années que l'État fédéral s'est dit au fait. C'est plus gratos maintenant, hein, maintenant il faut payer.
Et en fait, tout le conflit vient un petit peu de là, c'est-à-dire que on se trouve dans une situation où un État fédéral américain, donc maçonnique, corrompu, comme peut être le nôtre, dit à des gens qui vivent sur un territoire depuis de père en fils depuis 150 ans, leur dit bon ben voilà, maintenant vous allez arrêter ce que vous avez toujours fait, maintenant si vous voulez continuer à le faire, il va falloir passer à la caisse. C'est ça en fait le vrai dilemme de cette histoire. Et puis ce qu'a pu, je te coupe 2 secondes, mais ce qui a pu un petit peu aussi exacerber l'affaire, c'est que Bundy le dit, autour de lui, a priori, avant, il y avait quand même 52 autres éleveurs qui, eux, ont accepté de passer au tiroir caisse, et aujourd'hui, il est tout seul. Voilà, c'est ça. Donc ceux qui ont voulu payer, bien évidemment, le commerce ne devient plus rentable, et ceux qui ont voulu se plier à la loi fédérale, et ben voilà, maintenant, il n'existe plus. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, ce qui est intéressant à mon sens dans l'affaire Bundy, c'est que donc pour faire vite et pas rejouer tous les différents épisodes, c'est que effectivement donc la police a voulu intervenir de façon physique et notamment à taser. Avec un taser, donc à taser à 2 reprises un jeune de la famille. Je sais pas le fils. C'est le fils Bundy, c'est ça. Je crois qu'il y a une jeune femme enceinte qui a été mordue par un chien policier. Enfin bon, il y a eu toute, donc il y a eu des forces, il y a eu des violences physiques. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que on a toujours l'image, effectivement, nous, en tant que Français européens, de considérer les États-Unis comme une société multiculturelle, de melting pot. Mais il faut bien être conscient qu'en fait, ce n'est pas le cas dans tout le pays. C'est-à-dire qu'effectivement, la plus grande majeure partie des États-Unis, effectivement, est métissée, est sans racines, voilà. En revanche, il y a encore donc des parties rurales qui ne sont pas du tout mélangées, qui ont des véritables racines. Encore une fois, donc voilà, donc la famille Bundy, ça fait 150 ans qu'ils sont sur leur terre, et donc on a vu face à cette agression fédérale de la police fédérale, on a pu voir que toute la communauté locale, du village, des alentours, qui en fait ils sont tous cousins en fait. Il y a vraiment un côté de tribus. Ils n'ont fait qu'un seul homme pour aller pour protéger l'Orange Bundy, pour s'opposer à la loi fédérale, puisqu'effectivement à la fin les dernières vidéos sur entre guillemets sur l'assaut final, où on voit donc des différentes voitures policières. Il y a même des blindés légers de la police et des hélicos en face de quasiment milices des citoyens du coin avec un mafia. Ça finit presque en affrontement. Alors tu voulais intervenir, Alexandre? Oui, alors certes, localement, tout le monde a fait corps. Mais même au niveau national. Mais pas que. Au niveau national, toutes les milices blanches, toutes les milices antigouvernementales ont envoyé des groupes de combat. Avec sniper. Avec sniper, avec spotter. C'est-à-dire pas des snipers tout seuls, mais donc des vétérans de l'armée avec leurs spotters, des groupes d'assaut avec des fusils d'assaut, des gens qui étaient protégés par des boucliers anti-projectiles. Enfin, clairement de l'équipement militaire que seuls les Américains civils peuvent se procurer dans le monde. Et donc on s'est retrouvé avec un face-à-face, avec une police équipée comme une armée, avec en face l'équivalent de ce qu'on pourrait considérer comme les commandos sud-africains. Des milices locales, enracinées, identitaires. Et clairement, si le gouvernement a reculé, c'est parce qu'il savait très bien que ça serait une sorte de Waco, mais pas avec le même résultat. Et que là, il risquait certainement de ne pas gagner de manière militaire. Enfin bon, il y a une petite ambiance. Déjà que militairement, si effectivement les milices patriotiques américaines ont effectivement un équipement que nous en Europe on n'a pas le droit d'avoir, c'est une évidence. En revanche, si militairement l'État voulait vraiment les anéantir, il pouvait. Il y a quand même ce côté. Moi, à mon sens, la leçon politique de cet événement, c'est quand même le fait qu'une population qui depuis 150 ans s'est maintenue malgré vents et marées sur un même territoire, et qu'en fait qu'ils font tous partie un peu de la même communauté, de la même tribu, je voudrais dire, eh bien il est quand même très très difficile de les déloger.
même si effectivement le côté apport des milices patriotiques du quatre coins du pays est intéressant. Moi, je pense que l'apport de toutes les milices au même endroit, le même jour, mais sans ce contexte de territoire, territoire possédé justement par un clan. Je pense que l'État aurait eu beaucoup moins de scrupules pour là envoyer pour vraiment l'armée avec tous les blindés qu'il faut et faire comme à Waco et tuer tout le monde et terminer. Hein. Mais l'armée américaine pouvait effectivement faire un bombardement aérien, elle faisait ce qu'elle voulait. Mais Edu ne peut pas tellement se le permettre. Mais il y a une petite ambiance de guerre de sécession là-dedans. Tu parlais pour faire sécession, il faut avoir un territoire. Oui, absolument. Tu parlais tout à l'heure de clivage dans le pays, c'est vraiment entre les deux Amériques. L'Amérique enracinée qui est un petit peu héritière des États du Sud et l'Amérique de la société marchande et industrielle qui est l'Amérique fédérale. L'Amérique urbaine. L'Amérique urbaine, absolument. Contre l'Amérique des campagnes. C'est clair, il y a clairement un clivage. Oui, c'est bien formulé. Ok, très bien. Alors, deuxième volet de ce chapitre international. Eh bien, écoutez, faut quand même qu'on parle au moins rapidement de ce qui se passe en Ukraine, puisque là, ça fleure la guerre civile. Hein, c'est déjà la guerre civile a déjà commencé. Voilà. Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que pour vous, c'est la guerre civile, puisque aujourd'hui, les villes qui souhaitent faire sécession, hein, que peuvent être Donetsk, Slaviansk, Kharkov, Lugansk, Mariupol, ça y est, l'armée ukrainienne rentre, il y a des assauts. Aujourd'hui, avant de préparer, à la fin de la préparation de l'émission, on en était à 20 morts à Mariupol. Alors voilà, est-ce que pour vous, ça y est, c'est fait, c'est la guerre civile, ou est-ce que c'est une guerre civile qui finalement n'est qu'un jeu de pouvoir entre l'Occident et l'OTAN et Poutine, et que les grands perdants finalement dans cette affaire, c'est les Ukrainiens eux-mêmes, quoi. On peut avoir les deux, hein. C'est possible d'avoir et des perdants et une guerre civile. Donc là, la guerre civile, de fait, elle existe. Je veux dire qu'à partir du moment où il y a deux camps, il y a deux belligérants dans le même pays et qu'il y a des morts de part et d'autre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je pense que guerre civile, c'est le terme. Oui, très bien, oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas deux armées, mais des conflits armés. Il n'y a pas deux armées. Moi, je veux dire que quand les oppositions armées. Non, mais quand les insurgés. Ils ont du matériel, les insurgés. Voilà, quand les insurgés russes descendent les hélicoptères ou lance-roquettes. Moi, je sais pas comment t'appelles ça, mais à mon avis, la Russie est un peu derrière. Faut quand même. Ah mais j'ai pas dit le contraire. On n'est pas. Alors effectivement, c'est pas deux armées régulières qui s'affrontent, mais c'est une armée régulière et des civils équipés, voire entraînés par une nation étrangère, quoi. Oui, Alexandre. Et des partisans. Et des partisans, Alexandre. Du côté du pouvoir actuel de Kiev, il n'y a pas que l'armée régulière qui intervient. Bah, bien sûr. Il y a aussi les groupes qui Pravi Sector. Le Pravi Sector, qui est quand même un mouvement organisé et militarisé qui constitue les troupes de choc des interventions terrestres dans les villes pour déloger par exemple les manifestants, pour investir certains bâtiments, on va dire, emblématiques, notamment, a priori, j'ai découvert ça lors de cette crise, mais a priori dans chaque grande ville il y a une grande maison des syndicats. A priori, Pravi Sector a décidé de tous les brûler, donc... Oui, mais alors en fait, il me semble. Alors moi, j'ai lu que si Pravi Sector était envoyé, c'était notamment pour éviter les défections dans l'armée régulière qu'il pouvait y avoir. Pravi Sector constituerait une troupe de choc sur lequel le gouvernement pourrait compter, quoi, tout simplement. Mais ce qui est paradoxal. Oui, ce qui est paradoxal. Quand on sait qu'a priori ça leur ôte une épine du pied. T'as plus besoin de lutter contre Pravi Sector du point de vue du gouvernement, et en plus tu t'en sers. Tout comme pendant la guerre de 100 ans, les grandes compagnies été envoyé en Espagne par je suis désolé, j'ai oublié son nom. Oui, puis en plus, si jamais il y a des dérapages, on peut leur remettre ça ensuite sur le dos pour pouvoir les diaboliser. Alors, à ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu, donc sur Internet, il y a un reportage de la télé suisse, me semble-t-il. Hein, c'est francophone, mais c'est suisse, qui donc a fait un reportage complet sur Pravi Sector. Et donc le reportage date. Ce sont des images qui ont été tournées il y a 1 mois et demi apparemment, donc c'est pas tout neuf d'hier, mais le reportage est quand même assez bien fait, parce que donc ils ont été vraiment
comment dire, ils ont approché de près. Et ce qu'on voit, moi je mettrais un bémol quand tu dis que ce sont des troupes militarisées, sections de choc et tout. C'est des groupes militants, les gars. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une armée. Hein. Il n'y a pas une discipline d'armée et autres. Même si effectivement des vétérans militaires viennent s'y greffer, arrivent comme volontaires pour s'engager, mais on voit vraiment que le Private Sector, c'est vraiment... c'est l'équivalent des corps francs. C'est vraiment des militants. On voit vraiment comment on peut, en cas de révolution, d'insurrection, comment ça peut se constituer. Au début, c'est un petit mouvement politique et en fin de compte, avec les événements, affluent de tout le pays des volontaires qui viennent d'horizons complètement différents, qui d'ailleurs politiquement sont pas forcément super formés, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc les leaders de secteur droit, et bon bah voilà, il faut qu'ils gèrent cette masse de militants qui arrivent, il faut qu'ils puissent faire quelque chose. Et ils ont effectivement ce double jeu, enfin ce double danger en permanence, qui est que d'un côté effectivement ils ont l'agression qu'on peut quand même qualifier l'agression russe, hein, donc après on pourra reparler de ça, mais bon, c'est quand même la Russie qui veut quand même leur prendre la moitié de leur territoire. Donc il y a l'agression russe par les séparatistes, donc qui veulent prendre la moitié du territoire, et de l'autre côté ils sont pris en sandwich avec bien évidemment le gouvernement de Kiev qui est complètement inféodé, on va dire, aux tenants du mondialisme et donc à l'élite mondiale, qui effectivement se sert de Private Sector comme de chair à canon, hein, c'est une évidence, hein. D'ailleurs Bernard-Henri Lévy hein, si on lit à travers les lignes, c'est ce qu'il dit en permanence. Donc ils se servent de Private Sector comme de chair à canon, mais qui par derrière leur font pas de cadeaux, et que dès qu'ils peuvent en zigouiller un, ils le font aussi, quoi. Oui, alors il est à noter que les porte-paroles, puisqu'il n'y a pas vraiment de chef absolu de ce mouvement. Officiellement, il y a un chef quand même. Oui, mais c'est un mouvement avec une culture ukrainienne à tendance démocratique. Donc mais pas la démocratie libérale, la démocratie à l'ukrainienne, à la cosaque plutôt, avec le choix des chefs. Et donc il considère que la révolution n'est pas terminée non plus à Kiev. Donc de toute façon, la révolution, elle est pas faite là. Non. Je veux dire que là il y a eu Maïdan, c'est une insurrection, c'est pas une révolution. Voilà. Hein. Et derrière il y a tout le travail à faire. Il considère que de toute façon le gouvernement actuel, de toute façon, doit tomber pour eux. Non, en fait, le problème, c'est qu'ils ont deux combats. Justement, dans la vidéo, il y a un passage qui est assez, pour moi, qui est assez émouvant et qui est assez triste. C'est que justement, donc je sais plus son nom, mais donc le ministre de l'Intérieur actuel, qui donc est une crapule mondialiste, je sais plus pour quelle raison. Enfin bon, Private Sector avait fait une manifestation monstre contre lui, parce que justement il avait voilà quoi, genre que c'est un mondialiste qui va à l'encontre des intérêts de l'Ukraine. Toujours est-il que donc Private Sector arrive à organiser vraiment une manifestation monstre pour aller pour se diriger vers le Parlement, et arriver au Parlement, ceux qui dirigent la manifestation, donc Private Sector, disent finalement on va pas, alors que donc tout le peuple les suit. C'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on voit que un petit groupe comme Private Sector, on voit donc ça part de la place Maïdan, et donc on voit des dizaines et dizaines de milliers de personnes qui suivent tout le monde pour aller foutre dehors, pour faire un espèce de putsch, quoi, pour aller foutre dehors tous les députés. Et arrivé devant, il y a le leader de Private Sector qui dit les Russes attaquent le pays et tout, donc ce soir on ne prendra pas l'Assemblée, on demande à tout le monde de rentrer chez soi, mais que le ministre de l'Intérieur sache bien, c'est un avertissement, le prochain coup on s'occupera de lui. Sauf que 2 jours plus tard, le ministre il a bien entendu l'avertissement, effectivement. Il a fait liquider. Et donc voilà, il fait liquider, mais surtout il fait voter une loi qui ordonne le désarmement de toutes les milices. Et donc par conséquent, je sais plus, 2 ou 3 jours plus tard, tu as les flics qui cernent le QG de Private Sector pour pouvoir récupérer toutes les armes. Donc il y a ce moment-là, on se dit vraiment, ils ont raté leur coup quand même, parce que s'ils voulaient vraiment éliminer la racaille mondialiste, c'était le moment de le faire. Quand tu as 20 ou 30 000 personnes derrière toi, c'est là qu'il faut le faire. Hein.
Alors messieurs, merci pour tout. Alors avant de clôturer cette émission, Attends, moi aussi quand même, j'avais encore un truc à faire sur. Je suis désolé, mais un tout petit truc, une petite quenelle quand même vite fait, parce que là, franchement, ça peut-être fera pas peu à plaisir à tout le monde, mais bon, j'avais une question en direct à poser à Monsieur Pierre Hilard. Pierre Hilard qui a déclaré qu'en fin de compte que Svoboda, donc le parti des nationalistes en Ukraine, était un parti de nazillons et qu'ils étaient prêts à refaire un génocide. J'aimerais bien qu'il m'explique en quoi Svoboda sont des nazillons et quel génocide ils vont refaire. Moi ça m'intéresserait parce que franchement il m'a vraiment déçu sur ce point-là. Comment est-ce qu'on peut sortir des conneries pareilles quand on est dans le camp de la dissidence? Voilà, je sais pas, Pierre Hilard intervient souvent sur des sites pro-russes, hein, donc c'est non, pas mais étonnant. pro-russe, ok, mais d'accord, mais dans ce cas-là, il faut avoir un peu de cohérence. Dire que c'est quoi un nazillon? J'aimerais bien qu'il m'explique. Est-ce que nous on est des nazillons? Je veux dire que voilà, dans ce cas, faut qu'il nous le dise quand il dédicace ses bouquins. Bon, très bien. Donc je disais, il faut rendre hommage à Pierre Descaves, militant hors pair, qui est décédé le 7 mai à l'âge de 90 ans. Pour rappel, il était docteur en sciences économiques et licencié en droit. Il a d'abord été à l'OAS, puis il a été interné au camp militaire de Saint-Maurice-l'Ardoise. Il s'en échappa en 61, puis il a rejoint le Front National en 84. En 2010, après l'arrivée à la tête de Marine Le Pen, il est parti au Parti de la France. Et donc voilà, c'est un militant hors pair qui a milité jusqu'à son dernier souffle et qui nous a quittés il y a quelques jours. Voilà, paix à son âme. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission de Radio Résistance. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt, au mois prochain, pour une nouvelle émission de Radio Résistance. Au revoir. Au revoir. Bientôt. Bientôt.